Moi, je voulais aussi mettre 8 sur 10, mais comme tu mets 8 sur 10 à l'EM, je vais devoir changer ma notation. Non, plus sérieusement, en vrai, du coup, si elle met 8 sur 10, je pense que le campus de l'EDEC, on peut lui mettre 10. Tu vois, viens, je leur fais peur, je me cache dans l'armoire, parce qu'il y avait une armoire électrique qui était ouverte. Et je lui dis, je me cache dedans, et quand il sort de la douche, j'ouvre pour leur faire peur. Je rentre dans l'armoire, et je lui dis, vas-y, ferme. Et quand il ferme, j'entends PAC, enfermé. Je sais pas si je suis un exemple à ce niveau-là. Pendant 2 ans en prépa, j'ai écrit avec le stylo friction bleu. Ah oui, on n'a pas le droit. Le stylo qui est normalement interdit au concours. Enfin, normalement, qui est fortement déconseillé, parce que du Hmm. coup, j'avais lu la loi exacte. Je me présente, moi c'est Ludivine, j'ai 20 ans, j'ai eu mon bac mention bien et après j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Saint-Jean-de-Passy à Paris et je suis actuellement à l'EM Lyon Business School. Alors pour ma part, je m'appelle Anis Zekan, je viens d'Alsace, d'une petite commune proche de l'Allemagne et de la Suisse. J'ai obtenu mon bac mention très bien, donc avec SP en terminale maths et SES. Et j'ai intégré une prépa à l'autre bout de la France, donc en Bretagne, Châteaubriand à Rennes pour ceux qui connaissent. Et à l'issue de ces 2 ans de prépa, j'ai intégré l'EDEC depuis la rentrée. Alors moi, je ne savais vraiment pas vers quoi je voulais m'orienter en terminale. C'était un choix compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui avait fait une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Et c'est lui, pour la première fois, qui m'avait parlé de classe préparatoire. Donc après, je me suis naturellement intéressé. Et en fait, je voulais garder un parcours très général qui me permettait d'avoir énormément d'issues après ces 2 ans de prépa. Je sais qu'une école de commerce, il y a énormément de débouchés possibles. Donc, ouais, c'est un peu pour ça que je me suis orienté vers une classe prépa et aussi parce que voilà, on sait que aujourd'hui la classe préparatoire reste le parcours d'excellence en France, en tout cas. Alors moi j'ai fait 2 ans de classe préparatoire pour tout d'abord parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc pour la multitude des débouchés possibles à la suite de la classe préparatoire, mais aussi parce que j'avais une envie de jouer sur la RSE pour avoir un impact dans le monde de l'entreprise. Et donc ça m'a amené à faire une classe préparatoire pour après avoir une école de commerce. Alors moi c'était les langues, le point fort, notamment l'allemand. Et sinon la géopolitique, j'ai bien aimé. Voilà, la culture générale, c'était un peu plus approximatif. Et les mathématiques, j'avais un peu de difficulté. Alors moi, c'est complètement l'inverse. Parce que quand je suis arrivé en prépa, j'avais énormément de difficultés en langue. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai minoré l'allemand. J'avais environ 6 de moyenne. Bon, on pourra mettre le bulletin. J'avais 6 de moyenne en allemand. Et même le dernier DS avant les concours, j'avais 6. Et au final, au concours, j'ai eu 14,5. Donc, une grosse différence. Et sinon, mes points forts, c'était les maths. En deuxième année, la géopolitique, où j'ai fini par majorer au deuxième semestre. Et la philo, qui est venue un peu comme une passion en deuxième année, alors qu'en première année, c'était très compliqué. Donc j'étais pas du tout équilibré et c'était un peu le profil dangereux au concours, mais bon, ça s'est bien passé, quoi. Alors pour les mathématiques, moi je faisais des fiches ou alors je prenais des fiches sur le livre Rondi qui sont extrêmement bien faites. Donc voilà, je faisais des fiches avec notamment les formules. Je les révisais tous les jours, tous les soirs je révisais mes fiches et sinon je faisais des exercices à côté et au fur et à mesure de la deuxième année, je faisais de plus en plus d'annales, que ce soit des types EM et DEC ou des parisiennes. J'alternais les deux. Alors pour ma part, en maths, j'avais commencé en première année avec quelques facilités, je m'en sortais bien. Sauf que j'avais pas trop compris qu'il fallait travailler constamment les maths. Donc à la fin de l'année, j'avais complètement baissé. En deuxième année, j'avais changé de méthode de travail. Je faisais environ 2 heures de maths par jour, avec tout le temps 1 heure de cours, parce que le cours, il est quand même fondamental en prépa. Et c'est vrai que comme toi, j'utilisais tout le temps le rondi. Le rondi avec les méthodes, c'est super bien expliqué. Je faisais des fiches avec les méthodes. Et 1 heure d'annales où dès qu'on avait fini le chapitre des probabilités, j'avais commencé les annales. Après, j'aimerais quand même dire qu'il y a une énorme différence entre les annales des Parisiennes et de l'EM et de l'EDEC. Quelqu'un qui vise directement les Parisiennes, il ne va pas faire les mêmes maths que quelqu'un qui vise l'EDEC ou l'EM Lyon. Il y a vraiment un énorme gap entre les deux.
Moi, je sais que pendant 2 ans, je voulais absolument l'EM Lyon. Donc, je faisais tous les annales de l'EM Lyon. Et au final, il y a des choses que vous allez retrouver au concours. Et j'aimerais juste souligner quelque chose. Récemment, il y a eu des nouveaux chapitres qui ont été mis au programme. Et en général, quand des nouveaux chapitres sont mis au programme, la probabilité pour que ces derniers tombent au concours est énorme. Nous, on avait bien révisé ça. Et au final, c'est tombé au concours. Et peut-être qu'on peut aussi parler du Python. Je sais pas si toi, tu révisais pas mal le Python. Je l'ai révisé beaucoup à partir de la 2e année. Ouais. Pour le coup, il ne faut pas négliger Python parce qu'il y a une place fondamentale en termes de pourcentage dans la note finale en Python pour le top 5 en tout cas. Ouais. Il n'y a pas de statistiques officielles, mais on sait que ça a une grosse influence sur la note. Et donc à ne pas négliger et même s'entraîner, faire des simulations sur Python, très important. Et sinon aussi, concentrez-vous sur l'école que vous visez. Ne vous forcez pas à faire plein de parisiennes si vous sentez que vous avez plutôt le niveau de EM et DEC. Concentrez-vous sur des annales type EM et DEC si jamais vous considérez que ça vous correspond plus. Parce que c'est vrai en répétant les annales EM et DEC, vous allez vraiment tomber sur des exercices quasi similaires au concours. Et comme surtout l'épreuve de l'EDEC, c'est une épreuve de temps, c'est être le plus rapide possible, ça va énormément vous aider. Je vais peut-être commencer. Alors la géopolitique, moi j'ai énormément travaillé ça durant les grandes vacances, parce que j'avais des difficultés en première année, que j'ai réussi à corriger en 2e année. Et j'avais fait un article dessus, justement pour Mister Prépa. Je vous conseille vraiment d'écouter tous les jours les podcasts de Pierre Aski qui durent entre 2 et 3 minutes et qui traitent de tous les sujets géopolitiques avec des rappels historiques, etc. Et ça m'a énormément aidé. Donc tous les jours, je le faisais en général à la pause, à midi, après avoir mangé. Ça m'a énormément aidé à mieux comprendre le contexte actuel, parce qu'en géopolitique, l'introduction, c'est peut-être le moment le plus important, et de comprendre le contexte par rapport aux faits d'actualité, etc. Les podcasts de Pierre Aski, je les conseille énormément. Alors moi, pour le coup, je travaillais en groupe pour la géopolitique, puisqu'on avait une masse de travail énorme, surtout en 2e année. C'était impossible de tout ficher seul. Donc j'ai travaillé en groupe de 6. Et on fichait chaque cours juste après le cours pour avoir des fiches globales. On faisait aussi des fiches de dates et des fiches d'auteurs. Les auteurs, c'est extrêmement important parce que ça fait vraiment un bonus dans les copies. Et on faisait aussi des cartes de synthèse et des croquis pour avoir une image beaucoup plus synthétique et pour retenir aussi. Ça peut être extrêmement pratique. Il y a pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça, donc je recommande les cartes et les croquis de synthèse. J'aimerais juste revenir par rapport à ce que tu as dit sur les auteurs. C'est vrai que c'est hyper important. Et moi, ce que j'avais fait, c'était en fin de première année, j'avais un petit livre, donc un petit cahier, excusez-moi, où sur chaque chapitre, je mettais toutes les citations et toutes les citations avec les auteurs soulignés. On l'avait appelé le livre magique parce que je l'avais prêté à certains de mes potes. Bon, pas tous, du coup, ça va faire des problèmes là. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé d'avoir tout résumé en 2e année au moment des révisions. Donc ça, c'est plutôt du coup un message pour les premières années. Essayez dès les vacances de faire un livre en résumant chapitre par chapitre. Donc par exemple l'Afrique, le Moyen-Orient, en mettant les auteurs, en synthétisant ce qui signifie dans le livre en 4-5 lignes. Et pourquoi pas une citation, et ça va énormément vous aider parce que ça fait la différence au concours d'avoir des auteurs, quoi. Et c'est une matière très dure, donc parfois les gens ont tendance à la négliger un peu, parce que ça demande énormément de travail, mais je pense que c'est une matière où justement il faut s'y impliquer un maximum, parce que plus on va la travailler, plus ça va devenir une matière rentable, et plus on va la travailler, moins les notes seront approximatives. Donc c'est vraiment une matière à pas négliger, et même si c'est dur, plus on va la travailler, plus ça va être intéressant aussi. Donc je recommande vraiment cette matière. En soi aussi, si vous visez le top 5 et vous faites un calcul rationnel, il y a le même coefficient en maths et en géopolitique. Et ESH, c'est 8,8 à l'EM Lyon et 8,8 à l'EDEC aussi. Je crois que c'est 7,8. Mais bref, en tout cas, je pense qu'il faut passer le même temps sur les maths que la géopolitique. Sauf si vous avez des facilités dans l'une des deux matières, parce qu'au concours, c'est quasiment les mêmes coefficients. Vous ne pouvez pas être très fort en maths et très nul en géopolitique ou l'inverse, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Alors pour la culture générale, la difficulté c'est que clairement le barème est plus approximatif, enfin les notes, mais c'est pas pour autant qu'il faut la négliger aussi.
À titre personnel, pour la culture générale, je fichais les chapitres des professeurs et j'avais acheté aussi des livres en plus avec d'analyses d'œuvres et d'auteurs et de pensées d'auteurs. Et puis dès que le professeur faisait une référence à un mouvement littéraire ou toute autre référence, j'allais me renseigner, je faisais des fiches supplémentaires sur la culture générale et je m'entraînais après à faire des plans de dissertation en conditions réelles avec un chronomètre en main. Donc voilà, l'entraînement aussi est très utile dans cette matière pour savoir gérer son temps pendant les écrits. Alors moi, comme j'avais pu en parler au début, il y a une énorme différence entre la première et la deuxième année. Parce qu'en première année, comme on n'avait pas vraiment de thème, on n'était pas vraiment concentré dans le cours, c'était compliqué de s'y intéresser. On avait d'autres priorités à ce moment-là. Et en deuxième année, quand on s'est rendu compte un peu, on a eu une prise de conscience. Si je me souviens, c'était avec 2-3 potes à moi, on s'est dit que la philo, ça peut faire la différence au concours. Enfin, la philo, la culture générale, globalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis devant dans tous les cours de philo en deuxième année. Et au final, au fur et à mesure, on s'est mis à kiffer la philo parce que le prof avait sa propre analyse. Et comme tu as dit, je pense que c'est important d'écouter les analyses de ton prof à toi. Parce que si tu prends uniquement des références qui sont dans les livres, au final, tout le monde va avoir les mêmes au concours. Et en général, les profs en classe prépa, c'est des profs qui ont un certain niveau et ils peuvent vous faire des analyses qui vont faire la différence dans vos copies. Donc on a été un peu matrixés par la philo en deuxième année où on était tous à côté en internat. Et ce qu'on faisait, c'est que le soir, quand on révisait, s'il y en a un qui avait une idée, il toquait chez l'autre, il lui expliquait sa référence. Et ça nous a énormément servi. Je pense que c'est quand tu t'y intéresses vraiment que tu progresses énormément en philo. Si tu révises juste pour réviser, ça va pas super bien marcher, quoi. Et c'est vrai que c'est une des matières où le travail de groupe peut être vraiment utile. Ouais. Je me souviens qu'on avait fait quelques débats aussi avec mon groupe de travail de Géopo. On faisait des débats aussi on se donnait un thème. Nous, du coup, c'était le monde. On inventait des sujets et après, on faisait des débats dessus. Et ça permet vraiment d'avoir des références en plus et des types de pensée, des modes de pensée en plus. Donc tout est bon à prendre en culture générale. C'est ça, les types de pensées différentes, elles sont hyper importantes. La synthèse, je crois que chacun a sa méthode. En soi, il n'y a pas énormément d'entraînement, mis à part faire des synthèses. Je vois pas vraiment comment on peut progresser. La synthèse, ce qui est important, c'est d'abord de ne pas faire de faute d'orthographe. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu une quantité de points pendant les DS en prépa. Donc déjà, le projet Voltaire, je crois que nous, on l'avait mis en place dans la prépa pour ceux qui en avaient besoin. Donc déjà, les fautes d'orthographe, travailler l'orthographe, s'entraîner donc avec le projet Voltaire ou de toute autre manière, mais vraiment bannir les fautes d'orthographe puisque c'est une manière de perdre des points bêtement au concours. Surtout que ça peut vraiment faire la différence au concours. J'ai des amis qui ont raté certaines écoles à cause de leurs notes de synthèse, donc ce serait vraiment dommage. C'est un exercice qui en soi n'est pas hyper dur, il faut savoir lire aussi très vite. Moi j'avais un peu du mal à lire très vite, donc je me suis vraiment entraînée à réussir à être concentrée pendant 1 heure à juste lire des textes qui parfois ne nous intéressent pas du tout. Et essayer de vraiment retenir les points clés des textes. Sinon, prendre les DS pendant la prépa de manière très sérieuse et relire après les corrections des professeurs, que ce soit sur notre copie ou même la correction qu'ils en font. Sinon, t'as d'autres conseils? Ouais, peut-être le style d'écriture qu'on va avoir, parce que c'est combien de mots? C'était 250 mots. Ouais. En soi, 250 mots, c'est court et je pense qu'il faut énormément s'appliquer sur l'écriture, sur l'encre que vous allez utiliser. Notre prof de français nous le répétait à chaque cours. Parce qu'au final, le style, quand le correcteur va prendre votre copie, la première impression qu'il va avoir, elle va être extrêmement importante dans la note. Et après, ouais, un peu comme toi, c'est l'entraînement, répéter l'exercice. Et ne pas la négliger parce que comme tu l'as évoqué, je connais aussi des personnes pour qui ça leur a changé des concours avec des 5, 4 en synthèse et quand vous avez un 4, 5 ou F3, c'est compliqué, très très compliqué. Alors pour les langues, déjà bien la travailler dès la première année parce que quand on se rend compte qu'on a des difficultés en langue à partir de la deuxième année, déjà ça devient beaucoup plus dur pour se rattraper. Donc vraiment ne pas la négliger dès le début de la première année parce que c'est des matières où pour le coup on peut progresser un peu plus lentement que les autres. Où il y a des personnes pour qui les langues c'est pas forcément inné donc ça peut être très compliqué de progresser.
Donc tout d'abord, je pense lire dans les langues et écouter des podcasts dans les langues. Moi, avant mes écoles, j'écoutais tout le temps des podcasts en anglais, en allemand pour me mettre dans la langue. Donc lire énormément, se faire des fiches de vocabulaire. Moi, j'avais des fiches de vocabulaire, de civilisation, de grammaire et je les relisais tous les jours. Je m'entraînais sur Quizlet aussi tous les jours. On avait des Quizlets dans ma prépa. On se partageait les Quizlets entre nous. Et donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment un entraînement de tous les jours, tous les midis, parce que les langues, c'est pas un coefficient énorme, donc en termes de calcul, c'est pas la matière qu'on bossait le plus le soir. Donc le midi, moi je me mettais ça sur le midi et je faisais des thèmes aussi, et je relisais toutes mes fiches et je faisais vraiment un entraînement quotidien, assez rapide mais efficace, en juste s'entraînant. Moi j'avais un profil totalement différent de toi parce que j'étais très très nul en langue, mais quand j'étais très très nul, c'est les gens qui étaient à Château pourront témoigner. J'ai un peu une prise de conscience pareil en deuxième année. Tu as évoqué le fait que les coefficients ne sont pas super élevés, mais quand tu fais un cumul des deux, ça commence quand même à faire un gros coefficient. Et je ne pouvais pas me permettre d'avoir 7 en anglais et 4 en allemand au concours. Donc en première année, je révisais, mais pas assez sérieusement, je pense, pas assez régulièrement, parce que tu l'as dit, c'est hyper important d'être régulier en langue. Par contre, en deuxième année, j'ai un peu eu un sursaut d'orgueil, on va dire. Et ce que j'ai fait, c'est à partir de la rentrée, tous les jours, je faisais 1 heure d'allemand et 1 heure d'anglais. Donc pour trouver ce temps-là, je me levais en général à 6h, on habitait dans le lycée, je me levais à 6h30 du matin, et je faisais soit 1 heure d'allemand, soit 1 heure d'anglais, et la langue que je faisais pas, je la faisais entre midi et 2. Et pareil avec des Quizlets, avec du vocabulaire, et petite méthode en allemand pour progresser vite. Je sais pas si je devrais le dire, mais en soi, apprenez énormément de phrases par cœur. Je sais que quelqu'un qui est fort en allemand n'aime pas entendre ça, mais, en soi, quand vous êtes nul, ça permet parfois de sauver la casse. Quoi comme phrase par cœur? Évidemment, si vous donnez que des phrases par cœur, ça n'a pas de sens. Faut apprendre énormément de vocabulaire en général. En allemand, il y a 10 chapitres qui risquent de tomber, il n'y en a pas 20 000. Quand tu regardes, il y a l'environnement, il y a la guerre, etc. C'est tout le temps un peu les mêmes sujets. Donc j'avais appris énormément de vocabulaire avec des phrases sur chaque chapitre et des phrases générales. Si je peux donner un exemple, j'avais Deswegen kann man dich auf den Standpunkt stellen, qui veut dire c'est pourquoi on peut considérer que. Donc c'est une phrase que tu peux placer pratiquement partout, tu vas la placer une fois, mais ça montre au correcteur que tu essayes d'écrire un bon allemand. Donc en langue, c'était 2 heures par jour en deuxième année. Et au fur et à mesure, au-delà d'apprendre des phrases par cœur, tu commences à comprendre la grammaire en allemand, le umzu, etc., qui sont plein de choses importantes. Et forcément, tu progresses. Et au final, au concours, j'ai eu les meilleures notes possibles par rapport à ce que j'ai eu pendant 2 ans en prépa, quoi. Après, il faut juste faire attention en allemand. Quand on apprend des phrases par cœur. Mais quand on apprend des phrases par cœur et qu'après le vocabulaire ou la grammaire ne suivent pas du tout dans le reste de l'essai, nous, notre prof disait que ça faisait vraiment touriste. J'avais des amis qui connaissaient pas du tout la grammaire et qui avaient du vocabulaire parfois un peu instable. Et quand il y avait des phrases parfaites, hyper chic, qui étaient en plein milieu d'un essai, ça faisait un peu... c'était pas naturel et ça peut être pour le coup un peu pénalisé. Donc oui, il faut apprendre des phrases par cœur, mais il faut vraiment pas négliger la grammaire surtout. Oui. La grammaire le plus important. Parce que le correcteur peut vite vous sanctionner si ça l'énerve. Donc en soi, même apprendre des phrases par cœur, moi je l'ai fait, mais c'est un gros risque. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une très bonne note, mais vous pouvez énerver le correcteur et vous retrouver avec 5 sur 20, quoi. Et 5 sur 20 en allemand, même si c'est un coef minime, ça fait très 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 mal au concours. Et après en anglais, je sais qu'en anglais j'avais aussi acheté un livre de phrases grammaticales. C'est ma prof d'anglais qui m'avait conseillé ça quand on a du mal avec la grammaire, etc., que ce soit en anglais ou en allemand. Et chaque jour, quand je faisais mon heure d'anglais, j'en faisais pas mal. Et ça m'a beaucoup fait progresser. Parce que c'est vrai que les fautes d'orthographe en anglais, les fautes de grammaire, ça influence énormément sur la note. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé pendant, en tout cas, la deuxième année. Tout d'abord, je pense que la plus grande difficulté, c'est de canaliser son stress. Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille pour ces concours, parfois 3, parfois 4. Donc c'est assez dur de se dire on a tout à donner pendant
4 heures d'épreuve pour une matière sur laquelle on y est depuis 2 ans. Donc c'est un stress énorme. Mais d'un autre côté, il y avait aussi la hâte d'en finir un peu, puisqu'on sortait de 2 semaines de révision, parfois plus. Donc la première chose à faire, c'est de canaliser son stress. À titre personnel, moi je révisais juste avant Je fais partie de ces gens qui révisaient juste avant les concours, parce que ça me déstressait. Mais ce qui est conseillé généralement, c'est justement de ne pas travailler juste avant les concours, de déjeuner avec ses amis, de voir sa famille sinon. J'ai des amis qui préféraient déjeuner avec leurs parents juste avant les concours, de vraiment se concentrer sur ce dont vous avez besoin, votre manière de gérer votre stress, vraiment vous connaître pour savoir comment vous allez faire juste avant les concours, pour arriver pendant l'épreuve avec une détermination, une rage de vaincre, mais pas de stress négatif, que de l'adrénaline. Et pour cela, ça se passe vraiment juste avant les concours et de bien dormir, surtout la veille, se coucher assez tôt. Prendre de la mélatonine, c'est quoi ? C'est une hormone du sommeil. Voilà. Et de prendre des vitamines le matin. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Soit j'ai un peu les mêmes conseils, enfin j'ai pas pris de mélatonine, je sais pas. Mais c'est vrai que le sommeil c'est hyper important. Et avec le stress, c'était très compliqué de dormir. Je me souviens d'une fois, et c'est vraiment une anecdote véridique, c'était après les maths EM. Du coup, je voulais absolument rejoindre l'EM Lyon. C'était vraiment mon école, l'école que je visais. Après l'épreuve des maths EM, je stressais un peu parce que je ne savais pas si j'avais bien fait. Et je me lève pendant la nuit à 1h ou 2h. Je me lève en plein milieu de la nuit. Je prends... on avait le sujet du coup. C'était après l'épreuve. Et je commence à compter les points que... Et c'est des choses en fait qui peuvent vous arriver à cause du stress et qui vont un peu nuire à votre sommeil. Donc c'est pas très bon. Après, je pense que même si vous arrivez fatigué à l'épreuve, l'adrénaline est telle, vous avez travaillé 2 ans pour ça, faut pas trop s'inquiéter. Vous allez être concentré. Après, chacun a sa méthode. Je sais que moi, dans ma salle d'examen, quand il y a certaines épreuves qui commençaient l'après-midi, on entendait toutes les canettes de Red Bull s'ouvrir d'un coup. Donc chacun a sa méthode pour rester réveillé. Et aussi, à la fin de chaque journée, nous, ce qu'on faisait, c'est aussi notre prof de français qui nous a influencé à faire ça, c'est d'aller marcher pendant 20-30 minutes, histoire de prendre l'air. Certains allaient courir, certains allaient faire du sport. Moi, je voulais pas trop jouer au foot parce que j'avais peur de me laisser pendant les concours, etc. Mais faire du sport, aller marcher, pour vous vider l'esprit, c'est peut-être un geste qui peut paraître banal, mais ça va permettre de pouvoir repartir mieux le lendemain, quoi. Et aussi de mieux dormir très souvent. Et oui, un risque aussi pendant les écrits auxquels on ne pense pas forcément avant de les avoir, c'est quand on vient de passer une épreuve, on a cette envie de soit compter les points, soit revoir nos brouillons, soit tout ce qu'on a pu écrire sur la copie. Donc un conseil, c'est soit de jeter la copie avant, ou se forcer à pas l'ouvrir. Moi, je donnais toutes mes copies à mon père et je lui disais tu me les confisques comme ça, je les relis pas, parce que c'est un risque où on compte nos points. Et ça arrive vraiment et c'est horrible. Donc oublier une épreuve, même quand on l'a ratée, dans tous les cas, on ne saura pas du tout si on l'a ratée. Si ça se trouve, on a des très bonnes surprises ou inversement. Donc juste quand on passe une épreuve, l'oublier et se concentrer sur celle d'après et vraiment ne pas y penser, parce que dans tous les cas, on n'aura aucune idée de la note qu'on aura à la fin. Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai une histoire intéressante à ce propos-là. Je ne sais pas si tu te souviens de l'épreuve de Géopo sur l'Amérique latine. Ouais. Pour nous, c'était impossible que l'Amérique latine tombe au concours. Ouais. Vraiment, c'était impossible. Et je me souviens, j'ai été chez mon ami dans la chambre d'à côté avant les concours, Paul, et je lui ai dit, là, je suis prêt sur tous les sujets, sauf la France et l'Amérique latine, parce que ça nous paraît inconcevable d'avoir l'Amérique latine à ce moment-là. Nous, on misait beaucoup sur la transition énergétique, l'environnement, etc. Ce qui s'est passé, c'est que la première épreuve qu'on a, c'est la France. Mais bon, ça allait, on avait des armes pour s'en sortir. Et sauf que l'épreuve la plus importante, en tout cas qui réunit le plus d'écoles, nous, c'était l'ESCP. Moi, c'est sur l'ESCP que c'est tombé. Et l'ESCP, je me souviens vraiment de ce moment-là, quand je retourne le sujet et je vois l'Amérique latine.
Et je tourne ma tête à droite et il y avait un ami à moi qui était dans ma prépa et moi je fais allemand. Donc déjà, on n'a pas trop étudié tout ce qui est l'Amérique latine, sauf ce qu'on a fait en géopo. Mais si vous avez regardé brièvement et vous n'êtes pas concentré sur l'Amérique latine comme sur les autres chapitres, c'est compliqué à ce moment-là. Et quand je tourne ma tête à droite vers mon pote qui avait espagnol, je le vois, il fait comme ça, yes. Et là, je suis tellement dans le mal pendant 3-4 minutes où je pense déjà à QB. Je pense déjà, tu te remets en question intégralement. Et au final, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Donc, t'écris, mais sans trop d'espoir. Tu veux juste finir en espérant qu'il se passe quelque chose de bien le jour des résultats. Et au final, j'ai eu 17. Donc, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Et pour te dire, tous ceux qui ont fait allemand, sauf une fille je crois, sinon tous ceux qui ont fait allemand ont eu des bonnes notes et ceux qui ont fait espagnol dans notre classe ont souvent eu des notes assez moyennes parce qu'en fait je pense qu'ils sont tombés dans le piège de la récitation d'exemples parce qu'ils n'avaient pas forcément appris le cours. Donc c'est juste pour revenir par rapport à ce qu'elle disait, par rapport au fait que vous ne savez pas quelle note vous allez avoir, c'est un concours, il y a plein de critères que vous pouvez pas gérer à ce niveau-là. Vous ne savez pas si votre correcteur, la copie qui sera avant vous, la copie qui sera après vous. Donc juste finissez l'épreuve et passez à l'épreuve suivante. Moi, un fait marquant, je dirais que c'était ma voisine de concours qui a fait que de tousser pendant toute l'épreuve de mathématiques, alors que c'est une de mes plus grosses phobies en concours d'avoir quelqu'un de bruyant à côté de moi. Et je me souviens que toute la salle se tournait autour d'elle parce qu'elle devait stresser beaucoup de gens. Et c'est dans ce genre de moment où on est vraiment dans un combat face à nous-mêmes. C'est un moment horrible parce qu'on a 4 heures où on doit être extrêmement concentré. On stresse parce que 2 ans se jouent en 4 heures. Et il y a quelqu'un qui, le moindre bruit peut être stressant. Donc dans ce genre de moment, il faut vraiment... c'est vrai que savoir canaliser son stress et s'être entraîné avant à gérer son stress dans ce genre de situation avec du bruit autour de soi. C'est extrêmement important de s'y entraîner en prépa quand on est en DS. Et se rappeler aussi de pourquoi on est là, se motiver soi-même face à notre copie et essayer d'oublier tous les bruits autour. Ça, c'est très important. Donc pour les bruits, on n'a pas le droit au casque anti-bruit. Donc c'est pour ça que moi, dès le lycée, je travaillais tout le temps avec un casque anti-bruit, parce que j'avais des voisins bruyants. Les casques de chantier? Ouais. Ok. Depuis ma seconde, là, je travaillais avec ça. Donc en prépa, justement, j'ai fait l'effort de travailler qu'avec des boules qui pour me préparer pour d'éventuels bruits au concours. Donc c'est ce qui est arrivé. Mais les boules qui pour le coup, sont autorisées au concours. Et justement, pour savoir gérer son stress pendant le concours, il y a beaucoup de préparation qui se fait avant. Ne rien oublier, que ce soit ses stylos, que ce soit ses boules qui parce qu'arriver au concours quand on est sensible au bruit et oublier ses boules qui c'est quelque chose qui peut faire pleurer. Donc voilà, non vraiment. Donc préparez bien tout en fonction de vos besoins, même les gâteaux, l'eau, n'oubliez rien. Et vraiment faites-vous limite une liste de tout ce qu'il faut prendre pour vraiment limiter toutes les sources de stress pendant les concours écrits. Et faites attention aussi à ce que vous mangez à midi. Nous, je sais qu'on avait prévu des sandwichs, des salades, etc. pour plutôt manger léger et ne pas avoir le coup de barre après le repas. Et j'en voyais certains, alors ça nous a un peu marqué, on finissait l'épreuve, ils sont allés chercher des Burger King. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à éviter, faire attention à ce qu'on mange pour rester léger et pouvoir être concentré dès le début de l'épreuve à 14h. Et aussi, c'est important de se sentir à l'aise à sa place. Alors, je sais pas où tu as passé les concours, mais nous, on l'a passé à Rennes Business School. Et on était dans des amphis avec on était dans un amphi, donc on n'était pas super bien confortable au niveau des sièges. Ça pouvait faire mal au dos. Il y en a qui ramenaient des coussins. Je sais que moi, j'avais eu mal au dos pendant Écricom, donc j'avais demandé à avoir une chaise. Mais n'hésitez pas à demander, à donner vos problèmes. Il m'avait filé une chaise, donc ça s'était mieux passé par la suite. Sinon, aussi au niveau du stylo. Alors, je ne sais pas si je suis un exemple à ce niveau-là. Pendant 2 ans en prépa, j'ai écrit avec le stylo friction bleu. Ah oui, on n'a pas le droit. Le stylo qui est normalement interdit au concours. Enfin, normalement, qui est fortement déconseillé. Parce que du coup, j'avais lu la loi exacte. Et en fait, je ne me voyais pas en maths écrire avec un autre stylo que celui-là. Parce que pendant 2 ans, vous êtes habitué avec un stylo précis.
Et changer vos habitudes au concours, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Donc j'ai pris le stylo friction et je me suis dit que j'allais prendre ce risque. Et quand je sors le stylo avant, c'était je crois la première épreuve, il y a une surveillante qui vient et qui me dit ouais, ce stylo il est interdit. Je dis non, il est fortement déconseillé. Elle me dit ok, mais s'il y a un problème, c'est vous qui allez assumer. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai dit ok, ben je vais assumer. Et du coup, ça a rajouté un stress à la fin des écrits parce que je me suis dit s'il y a un problème au niveau des scanners, etc. Après, honnêtement, j'avais testé avec des scanners pour voir si le friction s'effaçait parce que le problème c'est à ce niveau-là, est-ce qu'il va s'effacer ou pas sous la chaleur. J'ai eu de la chance, j'ai reçu mes copies, il n'y a rien qui s'est effacé. Donc, je sais pas si je dois vous conseiller de prendre un friction, je pense pas, c'est fortement déconseillé. Mais par là, je veux dire, ne changez pas vos habitudes. Ou bien essayer d'adopter différentes habitudes dès la prépa, début, ouais. dès le début, pour ne pas se retrouver coincé lors des concours. Et l'alimentation aussi, tu as fait un point sur l'alimentation. Oui, justement, l'alimentation. Déjà, pendant les concours, avec le stress, on n'a pas forcément faim. Donc, ouais, pensez plutôt léger. Il faut mais se forcer, je pense, en à termes manger. de. Oui, oui, ça oui. Mais en termes de nutritif, pensez poisson, pâtes pendant les concours. Et il y a une hygiène de vie vraiment Top. parfaite. Parce que sinon vous allez. Enfin, avec le stress, tout ça, vous n'allez pas tenir. Déjà, de prendre des vitamines. Enfin, en prépa, on n'a pas forcément le mode de vie le plus sain. Donc vraiment, pendant les concours, il faut que votre hygiène de vie soit préparée et bonne. On fait la fête pour se détendre parce que c'est mérité. C'est vrai. Voilà, donc pendant quelques jours. Après, se remettre vite dans le mood des oraux. Mais déjà, c'est abordé différemment comme type de travail. Mais oui, laissez-vous quand même quelques jours de repos, revoir vos amis, faire des soirées ou pas, enfin, ou vous reposer. Mais laissez-vous du temps pour vous puisque c'est mérité. Même si en prépa, avec le stress, on a envie de travailler tout le temps et on culpabilise à l'idée de faire des pauses. Parfois, il faut vraiment se forcer à en faire. Et la période juste après les écrits, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous permettre de faire ça. Donc, laissez-vous du temps pour vous. Nous, on avait une petite tradition dans mon lycée, donc à Châteaubriand. C'était qu'après les écrits, on partait pendant une semaine dans une grande maison. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y avait piscine, il y avait un jacuzzi, il y avait cinéma, etc. Donc on était quasiment toute la classe et on décompresse, on fait la fête, on rigole, on passe des bons moments. C'était vraiment l'une des meilleures semaines de la prépa parce que forcément vous faites autre chose, mais surtout vous décompressez ensemble avant d'enchaîner sur la deuxième partie des concours qui va aussi être très très importante et je crois que ce moment-là de répit il est fondamental. Je pense que cette transition, elle est différente en fonction des prépas, en fonction des lycées. Nous, on a eu la chance d'être hyper bien accompagnés. Alors vraiment, le lycée Chatou, il est excellent pour ça. C'est-à-dire que pour les oraux, dès la reprise, on était obligé d'aller en maths. Donc en maths, c'est pour HEC. Si vous avez passé HEC, les premiers cours de maths étaient obligatoires. Après, au fur et à mesure, vous pouvez négocier avec le prof. Mais en tout cas, on était obligé d'avoir au début des cours de maths, de géopolitique pareil. On a eu beaucoup de colle de langue et on passait des entretiens. Donc évidemment, on n'avait pas le même rythme de travail. Mais en tout cas, tous les jours, on était au lycée, quoi. Donc on a été accompagnés sur ça. Le plus dur dans cette période, c'est qu'on ne sait pas encore quelle école on va avoir. Donc on ne sait pas forcément quelle matière réviser en priorité, à part que dans toutes les écoles, il y a des oraux de langue et des entretiens de personnalité. Donc dans tous les cas, travailler la moitié de son temps, j'ai envie de dire, des langues et les entretiens de personnalité. Si vous sentez que vous allez avoir des parisiennes, travaillez le reste des matières. HEC, travaillez toutes les matières. Mais si jamais le risque c'est de... Même là c'est compliqué parce que nous il y a une fille, elle se reconnaîtra, c'était une fille de notre prépa qui n'a même pas passé HEC, elle a passé l'ESCP et en fait elle y croyait pas. Je crois qu'elle visait l'EDEC mais elle visait vraiment pas l'ESCP et au final elle s'est retrouvée à faire les oraux à l'ESCP et aujourd'hui elle est à l'ESCP donc elle s'en est bien sortie ouais voilà donc je pense que chaque année, il y aura des surprises au concours et il faut se dire que ça peut être nous la surprise et pour ça, il faut se préparer. Mais je suis d'accord avec toi que c'est hyper compliqué mentalement de réviser des maths alors que vous dites la probabilité pour que vous allez à HEC est extrêmement minime, quoi.
Mais il faut le Donc faire. ne pas oublier ces matières, mais quand même se concentrer un maximum sur les langues et faire des calls tous les jours. Ouais. Des calls ou même des entretiens personnels, s'entraîner à lire vite des textes. En plus, il y a de différentes longueurs. Se renseigner vraiment sur les formats de différentes écoles, puisque les formats changent beaucoup entre les différentes écoles en termes notamment de longueur de texte, de langue. S'entraîner sur tous les formats, soyez implacable sur ce qui vous sera attendu de vous dans les différentes écoles. Pour, comme ça, dès que vous avez vos résultats, il vous restera déjà moins de temps avant les oraux. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire les 100 derniers mètres en sprint, mais vous aurez déjà tout préparé. Je suis assez d'accord avec toi. Et on peut aussi notifier le fait que le travail en groupe, il peut être hyper bénéfique à ce moment-là. Quand je dis le travail en groupe, ça peut juste être avec votre pote. À un moment, vous n'avez rien à faire. Vous allez faire un entretien EM Lyon, par exemple, avec des cartes. Donc, vous pouvez trouver plein d'exemples de cartes sur le site de l'EM d'ailleurs. Et c'est votre pote qui va vous faire l'entretien, où il va vous faire tirer 4 cartes. Et comme chaque école a un peu ses épreuves spécifiques, vous pouvez travailler avec vos potes chaque euro pour ensuite être prêt le jour J, quoi. Les entretiens de personnalité, c'est intéressant de s'entraîner devant ses amis. Ouais. Ça peut être déstabilisant parce qu'ils nous connaissent et ils apprennent des choses de nous. Enfin, ça peut être toujours un peu gênant, mais c'est justement là que c'est intéressant parce que on ne sait jamais qui on aura en face de nous au concours, enfin pendant les oraux. Donc s'entraîner dans quelques situations que ce soit, même devant sa famille, c'est pas du tout facile de faire un entretien de personnalité devant sa famille, mais justement c'est peut-être eux qui auront les meilleurs conseils. Donc vraiment toute personne, toute aide est bonne à prendre pour s'entraîner. Moi, comme je l'ai évoqué auparavant dans la vidéo, je visais vraiment l'EM Lyon. C'était l'école que je voulais, encore une fois. Et en fait, c'était vraiment la pire journée. Parce que à midi, je sais que la veille, il y avait HEC. Et quand j'ai vu mon rang HEC, j'étais très surpris. Je crois que j'étais 1005. Et j'ai appelé du coup des potes de l'ESCP. Ils m'ont dit ouais, 1005, tu peux être admis, etc. Tu peux passer les euros. Donc là, énorme stress. J'ai absolument pas préparé l'ESCP à ce moment-là. Donc le lendemain, je commence à avoir des écoles dès 11h, midi, 13h, 14h. J'ai pas eu le SCP au final. Et en fait, chaque heure, c'est les montagnes russes. Au final, je vois que j'ai les decks. Donc hyper content. Et nous, c'était hyper particulier parce que comme je l'ai dit, on était dans une sorte d'internat et toutes les chambres étaient à côté. Et on était tous au même endroit. On devait être, je pense, 15. Ouais, non, 10, 15 au même endroit. C'est-à-dire que quand tu fais du bruit, la chambre d'à côté t'entend. Et au début, on disait tous, on va partir, on va pas rester là. Tout le monde est resté dans sa chambre. Ça fait que quand je vois que j'ai les decks, je suis dans ma chambre, devant mon ordi, j'ai envie d'exulter, j'ai envie de crier. Mais je peux pas parce que je sais pas si mon pote a eu les decks et s'il est en train de pleurer. Donc tu sors dans le couloir, tu regardes, il y a personne, ton pote il sort dans le couloir, il sourit. En fait, c'était tellement étrange. Et au final, je vois que j'ai aussi le M Lyon, donc c'était vraiment incroyable, quoi. Ouais, moi, j'ai fait le choix de rester seule pendant les résultats parce que bon, il y en a quelques-uns qui allaient dans la prépa pour voir leurs résultats ensemble. À titre personnel, je trouve que c'est vraiment être masochiste. Mais non, pour le coup, moi, je préfère être seule parce que j'avais envie de me concentrer sur moi-même et mes déceptions ou mes joies. Et je pense que j'ai bien fait pour moi. Ça me correspondait mieux. Après, chacun a des réactions différentes en fonction des résultats. Je sais que j'ai un pote à qui visait une école qu'il a eue. Il est allé courir sur un stade torse nu comme un malade mental. Louis se reconnaîtra, je suis désolé. Mais ouais, voilà, c'est chacun vit ce moment et je pense que c'est une journée dont vous allez tout le temps vous rappeler toute votre vie, quoi. Assez particulière. Ce qui est conseillé généralement, c'est de passer en premier une école qui n'est pas notre choix numéro 1 pour pouvoir s'entraîner vraiment dans les bonnes conditions. Je pense que c'est très important. Moi, j'avais commencé par Schema. La semaine d'après, j'avais fait l'EM et juste après, j'avais fait Audencia. J'avais fait le choix de ne pas passer trop d'écoles parce que c'est extrêmement fatigant, surtout quand on fait des déplacements dans d'autres villes comme pour Lyon ou pour Audencia. J'étais allée à Lyon et à Nantes. C'est extrêmement fatigant. Même Schema, c'était dans ma ville, donc c'était à Paris, enfin à Suresnes, mais ça restait extrêmement fatigant comme journée parce qu'on doit, en termes de relationnel, on est tout le temps au contact avec les gens, on doit toujours bien paraître,
être bien habillés, pas forcément dans des tenues qui nous sont confortables. Savoir aussi gérer les 3 entretiens qui sont parfois juste après. Parfois, il y a des pauses de 3 heures entre 2 entretiens. C'est des journées qui sont assez éprouvantes, mais qui sont aussi très fortes à vivre. Mais voilà, donc déjà bien dormir la veille, bien tout prévoir. Encore une fois, c'est vraiment du travail de préparation en amont pour ne rien oublier, pour limiter toutes les sources de stress possibles. Bien choisir dans quel ordre on va passer ses oraux. Surtout que la première semaine, comme les Parisiennes, c'est des horaires qui sont donnés par les écoles. Donc c'est pas eux qui choisissent. Généralement, ceux qui ont des Parisiennes vont faire le calcul de passer d'autres écoles pareil qui veulent le moins avant. Et donc généralement, la première semaine d'oraux est considérée comme... Enfin, les jurys savent que généralement, les gens qui viennent dans leur école la première semaine, c'est pas forcément des gens qui veulent l'école. Donc je sais qu'à l'EM Lyon, la première semaine, j'ai des amis qui n'ont pas forcément eu des très bonnes notes parce que les jurys savaient que c'était des gens qui venaient pour s'entraîner et ça se voyait en fait. Donc si jamais vous voulez une école en numéro 1, ne passez pas la première semaine. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous aussi, on nous conseillait de la première école, une école que vous ne visez pas. Donc nous, à Châteaubriand, en général, on allait tous à Rennes Business School, à RSB. Donc la première semaine, on était quasiment tous là-bas et c'est un entraînement qui est hyper important parce que ça va permettre de voir vos problèmes, de voir ce que vous devez travailler. Est-ce que vous étiez à l'aise durant l'entretien? Est-ce que vous étiez à l'aise durant les langues? Même si c'est pas le format écrit comme c'est des vidéos, mais il y a quand même un échange, donc c'est un entraînement important. Et j'avais adopté un peu la même stratégie que toi, de ne pas passer énormément d'écoles. J'ai donc fait RSB, mais voilà, en tant qu'entraînement. Après, j'étais allé à Schema à Paris. J'étais allé à Paris parce qu'il y avait un match de l'équipe de France et on était allé au Stade de France voir un match en même temps. Et je pense que c'est important pendant les oraux de ne pas de penser à faire autre chose. De Paris, j'étais monté à Lille à l'EDEC et après j'étais rentré en Alsace après l'EDEC parce que j'avais besoin de ça aussi. J'étais pas rentré depuis très longtemps. Parce que, quand vous habitez en Alsace, vous êtes en prépa à Rennes, c'est pas facile de rentrer, surtout en 2e année. Donc j'étais rentré, ça m'avait fait extrêmement du bien de revoir ma famille. Et de là, j'étais parti avec mon meilleur pote qui, lui, était en prépa au Kléber. C'est un peu paradoxal parce que c'est quelqu'un que je connaissais avant la prépa, donc du lycée. Au final, il est allé au prépa à Strasbourg, moi à Rennes. Et on a eu les mêmes écoles, donc on a passé le M ensemble et aujourd'hui on est ensemble à l'EDEC. Mais ne pas passer énormément d'écoles pour pouvoir rester bien concentré sur ses objectifs. Et comme tu l'as dit, tout préparer en amont, que ce soit les chemises, que ce soit la cravate si vous en portez ou pas. Moi je sais que j'avais acheté plusieurs chemises blanches parce qu'il faut prévoir le repas, la tâche de café le matin à Schema, lorsque vous prenez le petit-déj. C'est plein de choses qui sont à prévoir. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Les chaussures, vous ne pouvez pas les oublier. Donc c'est plein de petits détails qui vont faire la différence à ce moment-là, quoi. Pour le coup, j'ai été assez constante pour ce qui est des langues, puisque j'ai eu 16 à tous mes oraux de langue, allemand, anglais, à l'EM et à Schema. À Audencia, j'ai eu 14 et 15. Donc j'étais assez constante. Pour le coup, les jurys étaient moins constants dans le sens où il y a eu des jurys plus ou moins déstabilisants. J'ai eu le droit à un jury qui a regardé son téléphone du début jusqu'à la fin de mon entretien, mon oral d'allemand. Aussi des jurys en anglais qui ne respectent pas du tout le format, qui demandent de faire 5 minutes alors que c'est censé être 3 minutes et 7 minutes. Et de devoir s'adapter sur le moment, c'est extrêmement déstabilisant. Des jurys qui soupirent et pourtant à la fin ils te mettent 16, donc faut vraiment ne pas être déstabilisé, savoir s'adapter, justement toujours le travail en amont, enfin la préparation en amont permet de s'adapter vraiment et ne jamais penser qu'un entretien ou un oral qui a l'air raté l'est vraiment, puisque du coup j'ai fini avec 16 alors que le monsieur a regardé son téléphone du début jusqu'à la fin de l'oral en soupirant. C'était horrible, mais voilà, ça veut rien dire. Et pour le coup, les entretiens de personnalité, là, les notes étaient plus variées, puisque j'ai eu 11 à Schema, 15,5 à l'UM et 19 à Audencia.
Schema, ce qui m'a fait avoir 11, je pense que c'était le fait que je n'étais pas assez renseignée sur l'école et ma motivation. À Schema, le coefficient est énorme pour l'entretien de personnalité et ça se voyait un peu que je n'étais pas forcément très motivée. Et je passais la première semaine, donc c'est pas une légende, ça se voit quand quelqu'un n'est pas forcément très motivé pour l'école. Bien que l'école soit super, ça se voyait que c'était pas la première. Donc voilà. Mais sinon, pour les autres écoles, la motivation et être soi-même, c'est ce qui m'a fait avoir des bonnes notes, je pense, pour les entretiens de personnalité de l'EM et d'Audencia. Alors moi, je vais peut-être commencer par les langues. On a toujours le même problème qu'en prépa. Les langues, c'est compliqué, donc il fallait préparer les oraux. En allemand, pendant pratiquement 3 semaines, j'ai appris mais, plein de choses par cœur. Des textes, des textes, des textes, des textes, des textes, et ouais, des phrases, et je crois que ça m'a quand même aidé. En anglais, j'ai eu la chance, notre prof d'anglais, elle était extraordinaire vraiment. Elle m'a permis de passer plusieurs entraînements. Donc je lui ai envoyé des messages, est-ce que c'est possible de passer une dernière colle à ce moment-là? On l'a fait. Donc je suis arrivé aux oraux de langue avec une crainte, c'était que ça passe pas à cause des langues. Au final, je crois que quand vous êtes bien préparé, même si vous avez des difficultés, ça peut que bien se passer si vous êtes préparé. Je vais commencer par Schema. En allemand, je suis tombé sur un texte sur l'environnement. Donc c'était super cool. Et aussi, aux euros de langue, il y a des questions à préparer, mais obligatoirement. C'est sûr à 80% qu'on va vous demander des questions, pourquoi, c'est quoi votre projet dans l'école, etc. Oui. Et ces questions, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Enfin, si vous avez des difficultés en langue, c'est sur ce genre de questions que vous allez être attendu au tournoi. Est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous avez préparé la question? Donc ça s'est super bien passé en allemand à Schema parce que j'avais réussi un peu à créer un bon lien avec le jury. Donc j'ai eu 16 en allemand à Schema. Donc même moi j'y croyais pas. Concernant l'anglais, j'ai eu la note de 12 sur 20. Donc c'était plutôt cool. Ça permettait de rester dans la course. Et par contre, l'entretien qui a le plus gros coefficient, j'ai eu 19 ou 19,5. Donc ça c'était... Moi j'aimais beaucoup les entretiens de personnalité. En général, ça se passait bien. Ça s'était super bien passé. Après, même si le jury sourit, il s'entend bien avec vous, etc., on ne peut pas vraiment savoir la note. Mais en général, on sait quand on va avoir une bonne note ou quand on va passer à 5 sur 20. Donc Schema, j'étais plutôt content. Sinon, à l'EDEC, honnêtement, le texte en allemand, j'ai rien compris. Mais vraiment rien compris. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc j'ai essayé fallait faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose en n'ayant rien compris. J'ai très vite vu qu'elle avait compris que j'avais rien compris. Donc j'ai essayé de me rattraper sur les questions, la deuxième partie. Mais bon, j'ai eu 8 sur 20, donc je pense qu'elle a même été gentille avec le 8 sur 20. Par contre, au niveau de l'anglais, j'ai eu 12 aussi. Donc, pareil, assez content. Et si j'ai ces bonnes notes, c'est pas les notes que j'avais en anglais, mais je crois qu'au concours, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et le sourire, la motivation, etc., ça va énormément influencer votre note et ça va énormément influencer le jury. Parce que je pense que c'est un peu un jeu de séduction. Mais en soi, c'est un jeu de séduction, essayer de séduire le jury. Montrer que certes vous avez des difficultés, mais que vous essayez d'utiliser des mots assez compliqués, vous essayez de montrer votre motivation. Quand on vous demande pourquoi les decks, j'avais dans ma tête, je savais pourquoi les decks, tout était prêt. Après, faut pas montrer que c'est du par cœur, mais montrer que vous êtes vraiment motivé à être là. Par rapport à certains candidats qui peuvent montrer un peu une attitude de nonchalance. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous faire gratter 2-3 points. Mais avoir 10, avoir 12, avoir 13, c'est pas du tout la même chose. Surtout que le coefficient des oraux, je sais qu'à l'EDEC, c'était 40%. Donc 60% écrit, 40% les oraux. C'est énorme. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, la trilogie, épreuve assez particulière de l'EDEC, durant 2 heures, où vous devez vous présenter pendant 4 minutes devant le jury. Ensuite, il y a une étude de cas en groupe avec des gens que vous n'avez jamais vus auparavant. Et enfin, un entretien. J'ai eu la note de 14. J'étais un peu déçu sur le coup. Mais quand j'ai vu les notes qu'avaient eu mes potes, etc., c'était un peu dans la même moyenne. Donc au final, c'est passé. Et sinon, l'EM, du coup, j'ai eu 13 en anglais.
Donc j'ai eu 13 en anglais, 15 en allemand. Pareil, je crois que j'avais réussi à créer un bon feeling avec le jury en essayant, voilà, j'ai des difficultés, mais je montre que j'essaye et je lâche pas, enfin, faut pas abandonner. Le texte, j'ai eu de la chance, c'était un texte que je comprenais parce que c'était un sujet que j'avais bien étudié. Et ensuite, l'entretien à l'EM Lyon, donc avec les cartes, j'ai eu la note je crois que c'était 18 ou 18,5. Et là, un peu la même sensation que toi, enfin, je sais plus c'était dans quelle matière, mais le jury qui n'avait pas vraiment d'émotion. Mm. Donc là, vous posez pas mal de questions en sortant de l'entretien. Je pensais que j'allais avoir une mauvaise note et au final, non. Donc, pareil que les épreuves écrites, vous pouvez pas anticiper votre note, c'est impossible, vraiment. Et aussi pour rebondir sur tous les petits détails que tu disais, Ouais. en entretien, on n'en a pas assez parlé, mais c'est vrai que le sourire, moi je m'entraînais à sourire parce que sinon j'avais l'impression que c'était pas du tout naturel. Donc je m'entraînais à sourire. Être réveillé, c'est vrai que tu parlais de nonchalance, je pense que ce que les jurys détestent le Ouais, plus, c'est la motivé. nonchalance. C'est parce que justement, ils veulent des gens qui ne les prennent pas de haut, ils veulent des étudiants qui soient motivés à rentrer dans leur école et qui soient là pour passer un bon moment avec le jury. C'est ce qui compte le plus et c'est comme ça que le jury va vous retenir. Donc voilà, et les petits détails, bah, justement, toucher ses bagues quand on est une fille ou ses cheveux, enfin les attacher pour être sûr de ne pas les toucher. Plein de détails comme ça, même le jeu des mains, on nous en a pas beaucoup parlé en prépa. Ouais. Faire attention vraiment à toute la gestuelle et à comment on se présente et comment on présente en termes de tenue. Tout détail est très important. Tous les détails influencent la note. Ouais. Je sais que le gars juste avant moi en anglais à l'EDEC, il sort de la salle avec un sac ESCP. Donc, je sais pas si à ce moment-là c'était un peu de la provocation, mais en tout cas, quand le jury voit ça, et le mec d'après, certes, peut-être qu'il est moins bon, mais il montre beaucoup plus de motivation, parce que c'est un entretien qui montre votre motivation à rentrer dans l'école finalement. Votre niveau, certes, mais aussi votre motivation. Donc là, vous pouvez faire des différences et gratter des points, quoi. Quand j'ai vu mon rang, je me souviens, je suis allée faire un gros câlin à ma sœur parce que j'étais soulagée. C'était vraiment du soulagement. Et c'était la fin de mon questionnement entre est-ce que je vais à l'EM ou est-ce que je cube. C'était une question pas très facile à cette période-là. Et j'ai passé une tellement bonne journée à l'EM d'admissibilité grâce à tous les gens du BDE et à tous les secondes années et troisième années qui nous ont intégrés, qui m'ont fait passer une journée d'admissibilité incroyable. Et d'ailleurs, on peut passer, quand on passe dans d'autres écoles, on a la possibilité de dormir une nuit supplémentaire sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'EM parce que je voulais vraiment avoir une vision la plus authentique possible de l'ambiance de l'école. Donc j'ai dormi dans une coloc de deuxième année pour faire une soirée supplémentaire avec eux et les voir en dehors du cadre formel de la journée d'admissibilité. Je conseille vraiment de faire ça parce que si jamais vous avez des doutes entre est-ce que l'école me plaît vraiment, est-ce que je cube ou pas si j'ai cette école ou pas. Donc moi j'ai vraiment fait ça et ça m'a permis de vraiment aimer l'EM dans tous ses aspects. Donc je recommande vraiment de passer une nuit supplémentaire pour avoir une meilleure vision de l'école sous toutes ses formes. Et voilà, donc quand j'ai vu mon rang, j'étais très contente, très soulagée et j'avais hâte de commencer cette nouvelle vie. Alors moi, quand j'ai vu mon rang, la première réaction, quand j'ai vu mon rang à l'EDEC, j'étais hyper déçu. Parce que je sais que j'avais perdu énormément de place à cause du 8 en allemand. Je crois que j'étais 1100 et tous mes potes, mon meilleur pote, il était dans les 200, etc. Et au final, je regarde sur tous les sites et je vois que c'est bon, ça passera parce que c'était à 1005, 1100, ça passe. Donc j'étais content, un peu déçu. Et quand je vois mon rang à l'EM Lyon, je sais que j'allais directement être pris. Donc là, hyper content. Schema aussi, je vois que ça passe. Et là commence à se poser la question que je m'étais jamais vraiment posée, c'est l'EM ou l'EDEC. Parce que, comme je l'ai dit, pendant une semaine, pendant 2 ans, je voulais absolument l'EM Lyon. Sauf que quand j'ai fait les oraux à l'EDEC, c'était vraiment incroyable. Mais vraiment incroyable et ça a influencé mon choix. J'ai fait les oraux à l'EM Lyon. Le premier soir, c'était pas bien. En fait, je me sentais pas vraiment à l'aise. Et comme tu l'as dit, c'est important de se sentir à l'aise. Par contre, le deuxième jour, c'était un peu mieux. Pareil que toi, pour bien connaître l'école, j'ai passé la soirée avec certaines personnes de l'EM Lyon, etc. Mais je savais plus, j'étais un peu perdu. Et je crois qu'on avait une semaine pour faire le choix
après le résultat des rangs et le classement si j'aime. Et ça a été une semaine très très compliquée où j'étais seul, j'étais chez moi en Alsace et je réfléchissais, je faisais des tableaux, ça, ci, ça, j'appelais à droite, j'appelais des gens de l'EM, j'appelais des gens de l'EDEC, etc. Et au final, j'ai choisi l'EDEC paradoxalement et je regrette rien de mon choix, ça a été l'un de mes meilleurs choix, je pense. Après, je pense que j'aurais aussi T'aurais adoré kiffé. l'EM. J'aurais aussi adoré l'EM. Mais ce que je vis à l'EDEC en ce moment, je suis super content. Donc le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Mm. Non, en fait, c'est une anecdote. Il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Nous, comme je l'ai dit, en première année, on était à l'internat. Et on avait un groupe de potes avec qui on était extrêmement proches. Aujourd'hui encore, on est proches. Bon, il y en a à Audencia, il y en a à Neoma, il y en a à l'EDEC, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de garçons en ECE, je crois qu'on était 10-12, et la majorité, on était à l'internat. Donc tu peux t'imaginer toutes les conneries que tu peux faire à l'internat avec tes potes. Et c'était en première année, et un soir, donc c'était douche commune, ils vont tous à la douche. Et je toque chez mon pote qui s'appelle Louis, et je lui dis, ouais, viens, je leur fais peur, je me cache dans l'armoire, parce qu'il y avait une armoire électrique qui était ouverte. Et je lui dis, je me cache dedans, et quand ils sortent de la douche, j'ouvre pour leur faire peur. Je sais pas pourquoi à ce moment-là je décide ça. En fait, je pense qu'on voulait juste décompresser parce que voilà, t'es en prépa, tu fais que travailler et le soir, voilà, je voulais faire une blague. Et lui, il me suit. Ouais, ok, vas-y, on fait ça et tout. Je rentre dans l'armoire et je lui dis, vas-y, ferme. Et quand il ferme, j'entends pac, enfermé. Sauf que pour rentrer, j'ai dû enlever mon pull, etc. parce que c'était hyper serré. Genre derrière, il y avait les câbles électriques, devant, il y avait la porte et j'étais comme ça pour pouvoir respirer. Et quand il ferme, il ferme et il fait « Merde, je crois qu'on a un problème. » Je lui dis « Comment ça ?» Il dit « On peut plus l'ouvrir. » Et là, je commence à paniquer. En plus, je suis asthmatique. Et donc, je commence à respirer fort, je commence à paniquer. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Je lui dis « Mais fais quelque chose. » Et du coup, il essaie de taper la porte, mais ça change rien. Pour ouvrir la porte, en fait, on a découvert 2-3 jours après qu'on pouvait l'ouvrir avec un ciseau. Mais sur le coup, la panique, on pense pas à ça. Je lui dis « Va appeler quelqu'un, etc. » Et donc il court et je vois, il y a des mecs, les mecs qui sortent de la douche, commencent à se mettre devant, commencent à me parler, je suis en panique totale, etc. Et au final, il revient, il me dit c'est bon, ça arrive. Je lui dis, il y a qui vient? Il me dit, comment on appelle ça, pas le principal, la principale adjointe. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? La principale adjointe qui va venir m'ouvrir, je vais me faire tuer. Et donc là, moi j'attends en panique, et donc il y a des gens derrière l'armoire qui commencent à me parler. Ouais, c'est bon, ça arrive. Et là, il y a la principale adjointe qui vient, qui ouvre et qui me voit comme ça. Et là, je me retrouve face à elle. C'est la première fois que j'étais face à elle comme ça. Et en fait, je me sentais tellement ridicule. Et elle commence à me parler, et en fait, elle pensait que j'avais vécu un truc de bizutage et tout. Je lui dis non, madame, c'était juste une blague qui a mal tourné. Et ça, c'est resté dans les mémoires, parce qu'aujourd'hui encore, quand on parle de ça, l'autre, mon pote qui m'a enfermé, il était pas bien, il m'a dit ouais, j'avais peur que tu fasses une crise à l'intérieur, qu'il t'arrive un truc et tout. Donc voilà, faites attention quand même aux conneries que vous pouvez faire à l'internat, ça peut très mal tourner. Moi, une anecdote. Quand on parlait en cours de maths, quand on papotait un petit peu avec nos amis, au lieu d'écouter, la sanction c'était d'aller faire des pompes dehors. Et je m'étais retrouvée en plein mois de décembre ou de janvier. Il faisait horriblement froid dehors et j'étais en train de faire des pompes toute seule dans la cour, devant la classe, pendant qu'il y avait cours de maths et que je devrais être en maths en train d'écouter. J'étais juste en train de faire des pompes, c'était lunaire. Ouais, c'est une bonne initiative du prof. Mais voilà, ça me permettait de garder un peu la ligne. La transition, elle est profonde. Elle est énorme, la transition. Vous passez de travailler pendant 2 ans, je me levais, comme je l'ai évoqué, je me levais à 6h30 pour faire des langues, je finissais à 23h. Là, vous arrivez en grande école. Mais en fait, ce qui va être bien, c'est que moi, c'est mon cas, je vais faire que des choses que j'aime. Évidemment, il y a les cours, mais à côté, vous allez rejoindre vos assos. Nous, à l'EDEC, c'est le mois de septembre, le mois des recrutements, où tu rentres en asso pendant 2 ans après. Donc tu rejoins une asso que t'aimes, un projet qui va te passionner. Et d'un autre côté, je suis dans l'équipe de foot de l'EDEC, donc je suis passionné de foot. Je suis rentré dans l'équipe de foot de l'EDEC, je suis rentré dans l'équipe de futsal.
Donc à partir de ce moment-là, vos vies elles sont rythmées par des choses que vous aimez. Au-delà des cours, j'ai aussi intégré l'équipe de Mister Prépa qu'on doit notifier. Où voilà, j'ai gardé contact avec la géopolitique en faisant des articles régulièrement. Donc la vie elle est totalement différente, mais je préfère 10 fois mieux cette vie que celle d'avant, quoi. Même si je suis très nostalgique de mes années en prépa, où j'ai beaucoup aimé la prépa. Ouais, la transition est vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment tellement aimé rien que le mois de septembre. La transition, enfin après, il y a l'été déjà pour nous préparer un peu à l'école de commerce. Mais la transition est vraiment top. Maintenant, on a beaucoup plus de temps pour soi. Même si on a donc les campagnes, les associations, la vie associative, il y a des événements presque tout le temps, que ce soit la journée ou le soir. Et après, il y en a pour tous les goûts, donc ça, c'est vraiment top. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de temps pour soi, pour se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et ça, c'est le temps qui nous manquait en prépa et qui est vraiment pas négligeable en école de commerce. Et c'est ce qui fait que j'ai passé une année incroyable à l'EM. J'ai pu me recentrer sur ce que j'aimais faire et ça, c'est vraiment top. Après, je tiens aussi à souligner que moi, j'entendais quand j'étais en prépa qu'une fois arrivé en école, j'allais m'ennuyer, j'allais avoir énormément de temps. Mes journées, c'est vraiment 8 heures, ben, t'es en cours. Ben, voilà, t'as des cours assez généraux. Et après les cours, ben, tu as soit le taf que tu dois faire en asso, tu as un Mister Prépa, est-ce que tu vas faire des articles ou pas, tu as le sport qui prend énormément de temps, tu as des events que tu dois réaliser, ou bien des events auxquels tu vas assister, d'autres assos, etc., qui sont importants. Parce que voilà, je sais qu'il y a des clichés, les écoles de commerce, c'est tout le temps des soirées, des événements, etc. Mais au final, c'est dans ces événements, c'est dans ces soirées que vous allez créer votre réseau. Donc forcément, tu dois y assister et c'est aussi important de faire le plus d'événements possible une fois arrivé en école, quoi. Ou de se reposer si... Oui, évidemment, tu auras plus le temps de te reposer. Mais oui, c'est vrai que nous, en prépa, on nous disait quand on arrivera en école, on va s'ennuyer. Mais enfin, j'ai pas du tout ressenti ça une seule fois. Parce que oui, vous avez du temps pour vous, mais justement, il faut l'utiliser pour faire des choses que vous aimez faire et pas procrastiner, ne rien faire, justement. Donc non, pour le coup, après, peut-être que c'est aussi parce qu'on est dans des écoles où la vie associative est hyper riche. Ouais. Mais c'est vrai que nous, il n'y a pas un jour sans événement, même des petits événements, mais vous vous sentirez jamais seul, à l'EM en tout cas. Non, c'est vrai que la vie associative, même à l'EDEC, elle est hyper importante. Après, on entend souvent le cliché que l'EDEC, la vie associative, les assos, c'est des sectes, etc. Pour y être, non. En fait, ce qui est important à l'EDEC à comprendre, c'est que vous rejoignez une asso dès septembre. Et qu'en général, la majorité des assos de l'EDEC, c'est des grosses assos qui font des gros projets. Je peux citer la CCE, donc la course croisière, qui a un budget de plus de 2 millions. T'as le ch'ti, qui est l'équivalent du petit paumé. T'as un sport business consulting, etc. Des junior agents spécialisés dans le sport. T'as vraiment un tas d'assos. Et comme chaque asso a en général des gros projets, forcément, tu dois passer du temps avec ton asso pour travailler sur ces projets et tu crées une génération. Mais on n'est pas matrixé à rester dans nos assos, etc. C'est important justement de se faire d'autres potes, de connaître d'autres gens parce que sinon ta vie en école de co ne sera pas la même, quoi. On en a pas mal, ça change en fonction des semestres ou demi-semestres. Déjà, on a les langues. Moi, j'ai fait LV3 mandarin aussi. Voilà, sinon j'ai anglais, allemand. On a eu marketing, finance d'entreprise. On a eu microéconomie, macroéconomie, finance d'entreprise, il y en a plein, il y a tellement de matières. Le droit des affaires, la comptabilité, accounting and control. Nous, c'est un peu les mêmes matières. Je pense que la première année en pré-master, dans toutes les écoles, on a un peu les mêmes matières. La compta, et nous, ce qu'on avait aussi, c'est la data analysis. Ça, c'était en anglais. Excel aussi. Ouais, Excel qui est important. Une des spécificités sinon à l'EM, c'est aussi les cours ADN. Donc c'est en première année, on a Recaps, Prototype, Futur Durable et PCE. C'est 4 cours spécifiques de l'EM qui nous permettent aussi de savoir mieux gérer les différents enjeux actuels et à venir auxquels vont être confrontées les entreprises. Donc PCE, ça va nous permettre de travailler notre côté auto-entrepreneuriat.
puisqu'on est en groupe de 6 et donc c'est un projet de création d'entreprise. Donc on doit penser à tous les aspects auxquels doivent penser les auto-entrepreneurs pour créer une entreprise. On a Recaps aussi où on doit rendre une synthèse. Nous c'était sur le sens du travail, donc c'est aussi un travail en groupe. Donc c'est vraiment une vraie thèse qu'on doit écrire en groupe de plus de 40 pages. Futur durable, ça va vraiment nous confronter à différents enjeux et aspects pour le futur des entreprises et c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Et enfin, prototype, c'est une matière beaucoup plus manuelle où on doit créer une application avec la plateforme Figma. Donc ça nous permet de savoir créer notre application, aussi créer des objets. Ça va utiliser des imprimantes 3D puisqu'on a un Makers Lab à l'EM avec à disposition des imprimantes 3D et beaucoup d'autres objets. Et donc ça nous permet de savoir créer manuellement et nous-mêmes plein de petits objets. Et c'est aussi un aspect manuel hyper intéressant et hyper enrichissant à l'EM. Du coup, on va parler des spécificités. Je vais aussi les évoquer de l'EDEC. Moi, je suis dans le parcours le plus classique pour l'instant. En pré-master, il y a aussi ceux qui ont un English track, c'est-à-dire que toutes les matières sont en anglais, mais vraiment toutes, même les séminaires qu'on a très souvent à l'EDEC sont en anglais. Il y en a aussi qui sont dès maintenant en double diplôme avec Centrale, donc Centrale Lille dès le pré-master, donc qui ont des cours axés sur les maths, la physique, etc., donc des cours d'ingénieur. Et il y a aussi ceux qui sont en droit, donc avec la Cato de Lille, qui inspire à faire avocat, etc. Donc il y a un double diplôme et qui commence dès l'année de pré-master. Et aussi, j'aimerais évoquer quelque chose, les matières qu'on a. On a des électifs, je ne sais pas si vous avez aussi des électifs. Nous, ça a commencé récemment. Et donc c'est en fonction des notes, vous choisissez des matières. Il y a un tas de matières, mais vraiment de Photoshop à droit et fiscalité, à management du risque criminel. Et justement, c'est la matière la plus demandée, celle que j'ai actuellement. Et en fait, c'est vraiment les meilleurs cours que j'ai eu de ma vie. Pourquoi ? Parce que le prof, il s'appelle Bertrand Monet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un prof qui a fait une série de reportages avec Le Monde, qui est allé avec les narcos au Mexique, etc. Et il a fait une série de reportages qui a fait énormément de vues. Il est prof à l'EDEC. Et ses cours, c'est Netflix, vraiment. Il va vous apprendre ce que c'est le blanchiment d'argent, il va vous apprendre ce que c'est le kidnapping, la prise d'otage, comment gérer tous ces problèmes criminels au sein d'une entreprise, donc toujours relié à l'entreprise pour que ça soit utile évidemment. Sauf que c'est pas juste du blabla. Parce qu'on a des vidéos de lui où il est face à des grands mecs, des narcos, et qui t'expliquent le système, comment les narcos fonctionnent, comment le trafic de fentanyl est réalisé entre le Mexique et les États-Unis. Et en fait, moi je sais que j'ai du mal à prendre des notes parce que juste j'écoute. Juste j'écoute et c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est ma matière préférée actuellement à l'EDEC. D'ailleurs, ça joue un peu sur mon avenir parce que je me demande si j'aimerais pas finalement travailler dans ces risques, dans des entreprises. Il y a toujours un secteur de management des risques criminels. Donc, comme je l'ai dit, contrebande, etc. C'est tellement intéressant, tellement enrichissant. Après, je sais pas si c'est juste le professeur qui fait la différence, mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce cours à l'EDEC. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. À l'UM, on est extrêmement bien intégrés. On a une quinzaine d'intégrations où pendant vraiment 15 jours, on a des événements à longueur de journée, le soir. Et ça se finit par le WAY, donc le week-end d'intégration, où on est parti dans un camping vraiment top. Et en fait, pendant 2 semaines, on rencontre toute la promo. On est des promos très nombreuses à l'UM, on est 1200 à peu près en première année en comptant donc c'est une majorité de prépa. Et il y a des admissions sur titres français et internationaux. Donc on a énormément de personnes à rencontrer. On a des 3e années qui nous intègrent extrêmement bien parce qu'ils sont là depuis 3 ans, donc ils connaissent très bien l'école et ils sont vraiment hyper concentrés sur notre intégration. Ils sont très liants. Donc vraiment, je me suis sentie extrêmement bien intégrée. Moi, c'était la première fois que je vivais hors de ma famille et pourtant, je l'ai très bien vécu grâce à eux. Ils m'ont permis d'avoir une belle transition entre donc, la vie de prépa et la vie en école de commerce loin de ma famille. Et c'était vraiment, je pense que le mois de septembre, c'était un des meilleurs mois de mon année, voire de ma vie. Donc c'était vraiment top. Merci, merci à eux. Non, à l'EDEC, plus sérieusement, on est moins. Je crois qu'on a une promo environ de 600-650, avec les AST compris. Et tout le mois de septembre, c'est
recrutement. En fait, je pense que la période que vous êtes en train de vivre en ce moment à l'EM, nous, c'est le mois de septembre où tu découvres ta promo. Donc évidemment, tu as plein de séminaires. Tu as aussi, au bout de 2 semaines, un week-end d'intégration, etc. Mais à ce moment-là, le mois de septembre, en fait, tu découvres toute ta promo grâce aux assos. Donc tu vas, voilà, chaque asso a des événements, tu vas, tu connais, tu t'apprends à connaître les deuxièmes années, tu t'intéresses à tous les projets, etc. Et ouais, c'est un changement profond avec ce que tu viens de vivre pendant 2 ans en prépa. Donc le premier mois était hyper enrichissant, tu fais énormément de connaissances, tu te fais énormément de nouveaux amis, etc., avec qui tu vas pouvoir construire des relations solides. Donc c'était vraiment un mois très très cool. Et ouais, à l'EDEC, le premier mois, il est vraiment dédié au recrutement, quoi. Moi, je dirais le week-end d'intégration, parce que c'est vraiment la fin de la quinzaine d'inté, mais après la suite en école de commerce, ça reste quand même un peu comme une quinzaine d'inté au vu de tous les événements qui sont proposés par la vie associative, par le BDE. D'ailleurs, on a un super BDE à l'EM Lyon. Tu vas intégrer le BDE ou quoi? Même pas. Donc voilà. Et le week-end d'intégration, c'était extrêmement fort en émotion, parce que c'était vraiment... On voyait tout ce qu'on avait encore à construire au sein de l'école, dans la vie associative, que ce soit en termes de rencontres avec des personnes ou en termes de rencontres avec les associations, voir quelle association nous correspond parmi toutes les associations proposées, quels sont les scopes d'associations, les ambiances, tout, on voit tout ce qui nous reste à construire et c'est juste magnifique et c'est extrêmement riche en émotions. Moi, j'ai ressenti beaucoup pendant ce way, donc c'était super. Moi, honnêtement, j'ai pas un moment précis que j'ai retenu de ces premiers mois à l'EDEC. C'était vraiment global. C'était, comme je l'ai évoqué, le mois de recrutement. En fait, il y a plein de choses qui vont se passer et je crois que c'est un tout. Si je devais retenir un moment, c'était vraiment tout le mois. C'est avec un peu les mêmes arguments que Ludivine, quoi. Tu t'apprends, tu commences à connaître plein de personnes et c'est hyper enrichissant. Ouais, voilà. Et surtout, à ce moment-là, je me souviens de certaines soirées où tu es en cours et à l'EDEC, je sais pas, mais on a la chance d'avoir un énorme campus. Notamment, il y a une salle de futsal, il y a une piscine, etc. Donc nous, passionnés de foot, on allait faire nos premiers futsal et on sortait des futsal, on retournait sur l'île, on allait aux soirées de recrutement. C'était vraiment le match parfait, quoi. Et il y a un jeu de mots, match. Ouais, donc à l'EM Lyon, à partir de juillet en première année, donc de juillet à décembre, on doit faire un stage à l'international, pour les prépas en tout cas, de 6 mois. À titre personnel, j'aimerais bien le faire dans le marketing ou dans l'événementiel, soit de luxe, soit du sport, de préférence. Donc voilà, recherche de stage dans ces domaines-là à l'international. Tu fais ta pub là du coup. Oui, exactement. Et moi du coup, alors le système est vraiment différent à l'EDEC. Nous on a un stage de fin d'année à faire, donc entre 2 et 4 mois. Moi je vais le réaliser à KPMG du coup en audit compta. Ça c'est, moi je l'ai déjà trouvé, donc c'est cool, ça fait de la pression en moins. Et l'année prochaine on doit choisir une filière, donc je sais que c'est différent de l'EM parce qu'à l'EM c'est parcours à la carte que j'avais bien étudié. À l'EDEC on a des filières à choisir, donc vous pouvez partir dans le track finance à Nice, vous pouvez partir rester dans une filière plus générale en business management, vous pouvez partir dans une filière de data qui vient d'ailleurs d'ouvrir. En droit, etc. Donc c'est ces choix de filière qui sont vraiment importants dès la fin d'année, qui vont un peu orienter votre carrière. Et en troisième année, après, on aura des stages. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment vers quoi je veux m'orienter. J'attends de réaliser ce stage à KPMG pour voir ce que ça va m'apporter, si je vais vraiment aimer ce domaine. Est-ce que faire de la finance ou, comme je viens de l'évoquer, par rapport aux cours que j'ai eu de management de risque criminel qui m'ont énormément intéressé. Donc le fait d'avoir plein de matières, de découvrir plein de choses, ça permet aussi d'ouvrir son esprit sur les différentes perspectives qui sont possibles en école de commerce. Et je suis encore à ce niveau-là de réflexion. Pour les 3 hashtags qui définiraient l'EDEC, déjà je pense que chacun a ses propres mots pour définir son école. Ça dépend de quelle manière vous allez vivre vos années. Moi je sais que le premier ça sera association évidemment, parce que je passe beaucoup de temps, parce que je suis à Sport Business Consulting, une junior agence spécialisée dans le sport, on a un tas de missions à faire, on a des events à préparer et j'aime ça, j'aime le sport.
Donc forcément, c'est une place importante dans ma vie à l'EDEC. Le deuxième mot, ça serait la rigueur. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est l'une des écoles qui avons le plus de partiels. Alors j'ai pas envie de vous faire peur, mais en soi c'est bien parce qu'on est évalué à chaque fois qu'on a en fait à chaque vacances, avant les vacances, on a des partiels sur les matières qu'on vient d'avoir. Donc c'est pratiquement tous les 2 mois. Donc on est obligé de travailler à ce niveau-là. Et le dernier, ça serait le sport. Pourquoi? Parce que à l'EDEC, on a de la chance d'avoir un campus, donc comme je l'ai évoqué précédemment, mais il y a un bâtiment où il y a une piscine de 25 mètres pour faire des longueurs, il y a une salle de futsal, il y a du squash, il y a une salle de sport, il y a un dojo, donc vous pouvez vraiment tout le sport que vous n'avez pas fait durant votre prépa, vous allez pouvoir le réaliser maintenant. Et c'est quelque chose que je trouve en tout cas très important de s'y remettre parce que le sport c'est fondamental dans la vie. Donc ouais, ça serait ces 3 mots. Moi, mes 3 mots, ce serait famille, excellence et rire. Famille parce que, donc, comme je l'ai dit, on a été extrêmement bien intégrés dès le début. Et puis après, on a rencontré les 2e années. Pareil, ça s'est très bien passé, le lien entre les premières et les 2e années. Donc famille pour la convivialité qu'il y a au sein de l'EM Lyon, comme on a un campus aussi à l'extérieur de la ville. On a vraiment cette bonne ambiance avec le rooftop aussi qui contribue pas mal, surtout quand il fait très beau, c'est très agréable. Et puis même quand on a une journée avec 2 heures de pause le midi, les gens ne rentrent pas chez eux parce que en termes de trajet, c'est pas rentable. Donc ils restent sur le campus, donc ça fait une vraie bonne ambiance de campus et donc un bon sens de la famille. Donc voilà, ce sera un mot premièrement. Deuxièmement, excellence pour tout ce qui est mis à notre disposition par l'administration, par les cours, les professeurs. Il y a des professeurs qui sont vraiment très 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 bons, enfin tous les professeurs. On a le Makers Lab avec tout ce qui est mis à notre disposition pour apprendre à utiliser des machines, des découpes laser, des imprimantes 3D. On a des bibliothèques. Aussi en termes de sport, comme tu le disais, à l'EM, on a des équipes de sport qui sont vraiment très qualitatives. On peut faire beaucoup de compétitions qui nous sont proposées pour ceux qui aiment le sport en compétition. On a pas mal d'assos aussi comme le RAID qui propose donc le plus grand RAID étudiant de France. On a vraiment le sport, c'est un des aspects les plus riches de la vie de l'EM. Donc une excellence sur tous les aspects. Et le rire aussi, parce que c'est une année où j'ai le plus ri, qu'il y a une extrême bonne ambiance dans toutes les associations, entre tous les étudiants au sein de l'EM. Donc ouais, famille, excellence et rire. C'est la question qui fâche. C'est la même chose, juste nous on a du soleil. C'est une question compliquée. Ben, moi, je pense que je suis bien placé pour répondre. Ouais. Comme j'ai longuement hésité, j'ai pu faire les oraux. Je pense déjà, alors il y aura toujours le débat, c'est qui le top 4, etc. Il n'y a plus de débat apparemment, mais pour moi, historiquement, évidemment, le Lyon a toujours été top 4, mais depuis ces dernières années, elle a tendance à changer, mais on ne va pas faire un débat sur ça. Je pense pas que votre choix entre l'EM et l'EDEC doit se faire sur le classement. Vraiment, ça, je pense que ça serait une grosse erreur de forcer son choix sur cet acte. Non, au contraire, c'est plutôt est-ce que vous allez vous sentir à l'aise. Moi, je sais que les parcours à la carte de l'EM Lyon, j'aimais pas trop ça parce que pour moi, trop de choix, tue le choix. Donc, j'ai préféré des filières bien précises à l'EDEC, ça a aussi influencé mon choix. Donc, mais je sais que voilà, j'ai des amis qui pensent différemment. Chacun va voir voilà, les qualités, les défauts de chaque école. Mais au final, voilà, l'EDEC ou l'EM Lyon, pour un employeur, ça sera la même chose.